Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Coin Tribune. Aujourd'hui, on va parler de l'économie et du futur du gaming avec Augustin, alias Gus, qui est le CEO de la plateforme de gaming Web3, Ultra, et que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast. Bonne écoute. Du coup, Gus, salut, je suis ravi de te revoir sur Coin Tribune après notre première interview. Merci de m'inviter. Donc aujourd'hui, on est dispo en podcast. On est là pour parler d'économie du gaming. Pour mettre les pieds dans le plat, voilà, Gus, aujourd'hui, comment tu définirais cette nouvelle économie du gaming? Bon alors, la gaming economy, c'est une question très très large. Ça dépend un peu de comment est-ce qu'on adresse. Si on regarde ça, si on va commencer par le top et regarder ça de manière extrêmement macro. C'est intéressant de voir, et ça je sais, je me répète là-dessus, mais de faire le comparable avec l'industrie du film. Se rendre compte qu'aujourd'hui, quand tu regardes les studios de production, hein, on a des espèces de méga studios de production qui dépensent parfois enfin, c'est des centaines de millions de dollars et des années de production. Tu prends le GTA 6, le truc il a coûté un porte-avions, ça fait 6 ans qu'il est le truc et il est toujours pas là. Et en même temps, il y a une explosion de micro-studios. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans... C'est-à-dire que cette espèce de moyenne de production où on a des jeux, des bons jeux moyens, c'est un peu une époque révolue. C'est-à-dire que, ou bien on va y aller plein pot avec des IP colossales, avec des sorties complètement mondiales, gigantesques, et on fait un méga bet dessus. Ou bien on va faire de la production à la chaîne, parce que les technos le permettent, parce que la distribution le permet, parce que l'utilisateur est maintenant friand de ça, et que du coup, on va arriver avec des petits jeux qui sont des bonnes qualités, hein, c'est pas du jeu pour rave, mais avec des choses beaucoup plus, avec une célérité beaucoup plus grande et une capacité de tourner le guidon beaucoup plus rapide aussi. Et on voit ça, tu vois ça exactement la même chose dans l'industrie du cinéma, du film de manière générale. Tu regardes comment est-ce que quand Netflix est arrivé, ils ont changé le game. Alors il y a encore des énormes blockbusters dans lesquels on met des millions de dollars, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour faire un film avec des années de production. Mais aujourd'hui, la consommation se fait énormément et principalement sur des espèces de micro-séries slovaques, tu vois, des trucs danois, flamands, machin, etc., avec tous des petits studios qui font leur truc. Les investisseurs ou des mecs comme Netflix leur donnent un grant en disant ok vas-y lance tes 2 premières séries et puis si ça marche hop on continue. Et ben avec le gaming c'est la même chose en fait, ils sortent un petit jeu, on voit le truc qui fonctionne, ok on investit, on développe l'IP, etc. Et donc, comparer l'industrie du game à ce qui s'est passé dans le film, c'est très intéressant parce que du coup, tu sais un peu vers où l'industrie va aller aussi. Et donc, ça, c'est regarder de manière extrêmement macro. Alors, quand on regarde au niveau micro, et c'est évidemment pourquoi est-ce que on a racheté Ultra et de se dire, ok, en fait, on va faire un game changer avec cette boîte, c'est parce que ce truc-là, on l'a senti. On sait qu'en fait l'industrie du game va aller vers là. Et que du coup, l'industrie du game a besoin et mérite une nouvelle manière de distribuer son contenu, au même titre que Netflix est venu changer la distribution du film. On n'est pas la même chose que Netflix, parce que le game, c'est pas le film, mais on vient changer la manière dont tu distribues, parce que c'est comme ça que tu as un véritable impact sur la production. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, le consommateur a changé. Et le consommateur de game a changé parce que toute sa consommation digitale a changé. Sa consommation de films a changé, sa consommation de musique a changé. Et qu'en fait, il vient faire un copy-paste de sa consommation de produits digitaux. Il vient faire un copy-paste sur sa consommation de game. Et c'est intéressant de voir qu'il vient faire ça malgré que la distribution ne lui permet pas, mais en fait, il le fait quand même. Parce qu'il trouve des raccourcis, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il consomme aujourd'hui. Et alors, pour faire d'abord un petit zoom sur ce consommateur, quand tu regardes le consommateur gamer, hier, c'était le mec qui avait sa manette entre les mains ou son keyboard entre les mains et il joue un jeu. Aujourd'hui, un gamer, c'est un type qui joue, c'est un type qui regarde et c'est un type qui
créer du contenu. Et donc, l'industrie du gaming, c'est-à-dire le type qui consomme le game, eh ben, maintenant, il est dissocié en 3 gros piliers. Et que du coup, forcément, ça vient changer l'industrie du gaming. Parce que le dernier pilier, qui est la production de contenu, eh ben, il consomme, il visionne du game, mais il crée aussi du contenu. Et parce qu'il va commenter, etc. Ce type-là va faire de l'argent sur du game. Alors qu'à la base, celui qui faisait de l'argent sur le game, c'était le publisher. Okay. Aujourd'hui, en fait, c'est un des piliers des gamers qui vient faire de l'argent sur le game. Okay. Et donc, on vient soudainement mettre un nouveau pilier de revenus dans le game. Le deuxième, qui est le viewer, lui, il ne crée pas du contenu, il joue pas, il fait que regarder. Eh ben celui-là, c'est une nouvelle source de revenus parce que là derrière, tu peux venir mettre de la publicité, tu peux venir mettre toutes sortes de choses, tu peux venir chercher du data, il y a toutes sortes de choses derrière un viewer, au même titre que le mec qui regarde un film ou qui regarde la télé, eh ben, il regarde une émission de télé, eh ben, il y a, en tant que viewer, forcément, il y a une économie qui se fait. Et donc, de nouveau, un nouveau pilier de revenus sur le game. Et puis après, tu as le joueur en soi, quoi. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, dans cette économie du gaming, il y a 3 choses qui sont... elle s'est dissociée en 3 au niveau du consommateur. Et donc, forcément, des nouvelles sources de revenus qui sont pour l'individu, mais aussi pour le publisher qui va venir commencer à leverager là-dessus. Ensuite, tu as alors quand tu regardes sur le gamer itself, c'est là-dessus que les choses sont le plus avancées. Elles sont là depuis un bout de temps. C'est tout ce qui est le in-app purchase. Hein, c'est que soudainement, tu n'achètes pas juste une copie de game et tu joues. Alors en fait, on va te faire consommer du game tout le long de ton, tout le long que tu joues, tu vas pouvoir consommer du jeu. Et ça devient là-dessus, on n'est pas en train de, là, je suis un peu en train d'enfoncer une porte ouverte parce que ce truc existe depuis un bout de temps, mais ça devient de plus en plus granulaire, de plus en plus précis, de mieux en mieux réfléchi. Il y a de plus en plus si tu veux, de free-to-play qui se dit en fait je m'en fous de vendre ma copie, tout ce que je veux c'est du in-app purchase parce que c'est là que je vais pouvoir vraiment leverager du revenu. Et donc cette in-app purchase devient de plus en plus précis avec des modèles de revenus, avec une vraie connaissance du sujet, où là au départ l'in-app purchase s'est dit bah c'est cool en fait c'est un cherry on the cake. Aujourd'hui c'est vraiment des modèles de revenus extrêmement précis et maîtrisés et testés et qui ont prouvé leur truc. Donc forcément, ce truc-là va être de plus en plus gros. L'IA va énormément aider ces modèles économiques. Et donc voilà, beaucoup de choses qui vont arriver. Le in-app purchase va vraiment se professionnaliser et être de plus en plus précis. Le viewer, eh ben, les publishers vont forcément commencer à essayer de prendre un stake sur ce truc-là et de se dire en fait, il est en train de regarder mon contenu, je veux gagner de l'argent sur ce truc-là. Et le content creator, eh ben, il y a un moment, il va soyons clairs, se professionnaliser les joueurs Web3. Donc, okay, voilà, ça c'est vrais joueurs, un truc les intéressant, gamers qui aiment bien avoir une les manette consommateurs en main, ont changé, etc. des nouvelles modèles. Ceux-là, on les cherche toujours. Ensuite, il y a un nouveau sujet qui m'appelle parce que moi, qui est intéressant à regarder, c'est la partie Web 2, Web 3. Les joueurs Web 3, en fait, le Web 3, c'est quoi? C'est une communauté de crypto guys qui aiment monétiser leurs actions, quelles qu'elles soient. Okay, un gamer, il y a des gamers qui aiment bien monétiser ce qu'ils font, mais il y en a beaucoup qui sont là pour jouer, pour de la compétition, pour du fun, pour du social. Il y a tout ça dans le gamer. Mm-hmm. Dans le Web 3, la seule type qu'on va retrouver, c'est de la monétisation de ce que je fais. Okay, et donc, ces joueurs-là, aujourd'hui, donc quand je dis, en fait, je cherche les joueurs Web3, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en fait, le joueur Web3, il est là pour monétiser son action. Okay, et donc, un game Web3 doit être construit pour monétiser. Okay, et donc, il y a cette maturité-là qui est dans le Web3 qui n'est pas encore là, et qui, en fait,
vient limiter drastiquement le nombre de joueurs, parce qu'en fait, quand tu regardes de manière générale, un gamer, il vient pour la compétition, il vient pour sociabiliser, pour avoir du fun, pour avoir tout ça, et qu'en fait, le Web3 se limite à la monétisation. Et donc, en fait, par définition, le Web3 a besoin du Web2 pour fill up the pipe. Ou sinon, tu monétises sur des mecs qui veulent monétiser. En fait, tu te retrouves à 3 joueurs de poker autour d'une table avec chacun un bal en disant, bon, qui va gagner les 3 balles? Ok, super, pas très intéressant. Ok. Et donc, tu te dois en fait de remplir la room avec tous les joueurs Web2 pour être en mesure d'avoir une monétisation qui vale la peine. Ou sinon, en fait, tu viens faire des tap games à 2 cents le tap et tu viens faire des jeux Web3 de merde. Voilà. Et c'est un peu ça où se limite le jeu Web3 aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas assez de joueurs Web3 et que du coup la monétisation n'est pas intéressante. Et donc en fait, les jeux ne sont pas n'ont pas de pognon pour être développés. Donc au final, on finit avec des jeux de merde qui font de la monétisation de merde et avec du coup des joueurs de merde aussi parce que c'est des mecs qui sont là pour gagner 2 cents quand je tape sur mon téléphone. Donc, la solution derrière, c'est en fait de venir se rendre compte que le Web3 est complémentaire au Web2. Et quand tu regardes le Web 2, il est là pour s'amuser, il ne veut pas spécialement monétiser, mais par contre, ce qu'il veut, c'est il veut avoir des assets, il veut avoir tout un truc de ressources, il veut avoir tout ça peut être complètement imbriqué dans le sujet. Et donc se dire en fait, je constitue un outil Web 3 pour mes gamers monétiseurs qui veulent monétiser leurs actions, qui veulent trader, qui veulent faire tout ça, et que c'est un outil qui va permettre d'être fill-up avec les joueurs Web 2. Je m'explique, on sort par exemple un très gros jeu qui s'appelle Ashes of Mankind là maintenant, sur lequel on est complètement sur ces stratégies-là. C'est de se dire, en fait, on va avoir les joueurs Web 3 qui vont constituer toutes les ressources. Je sais pas, tu prends de l'or, de l'acier, de l'aluminium, tous ces trucs-là, qui vont pouvoir créer des armes, qui vont pouvoir créer toutes sortes de choses. Et leurs clients vont être l'énorme pool de Web 2. Et donc, j'ai quoi? Moi, j'ai constitué un jeu Web 2 de qualité, parce que j'ai des joueurs Web 2 qui vont payer des copies, qui du coup, il y a une vraie monétisation derrière, donc je peux faire un vrai jeu pour des joueurs Web 2 qui est vraiment sexy. Et derrière ça, je fais un vrai jeu Web 3 qui va du coup être utilisé par des joueurs avec un vrai nombre de joueurs parce que j'ai un vrai jeu. Et donc soudainement, le Web 2 et le Web 3 se complémentent l'un l'autre. Je vais donner des joueurs aux joueurs Web 3 et aux joueurs Web 2, je leur donne un vrai jeu. Donc ceux qui veulent vraiment jouer, ils ont un jeu qualitatif. Et les joueurs Web 3 ont un vrai pool d'utilisateurs qui fait qu'il y a une vraie monétisation. Et ça, je crois que c'est le véritable avenir du gaming dans le futur. C'est que, alors évidemment pas sur l'entièreté du game, mais dans beaucoup de choses, je sais pas si l'arrivée de la crypto dans le sport est colossale. Ils sont tous en train d'investir dans la Formule 1, dans le foot, dans la boxe, dans le MMA, dans tout ce que tu veux. Et là-dessus, de nouveau, quand tu regardes la notion de pari, elle est colossale dans le sport, mais elle peut tout à fait venir s'introduire dans le gaming du sport aussi. Et donc cette monétisation, tant qu'on a un grand nombre d'utilisateurs et des bons outils, on va pouvoir jouer le jeu. Et donc ce Web 3 est un véritable est vraiment complémentaire avec le Web 2. On a trop longtemps joué avec le Web 3 de manière un peu indépendante. Enfin pas un peu indépendante, complètement indépendante, en disant l'avenir du gaming, c'est juste des mecs qui veulent gagner de l'argent. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est pas vrai. Quand tu vas jouer au tennis le dimanche avec tes potes, t'es pas constamment à mettre un billet de 20 sur le banc en disant qui va gagner la partie. Non, t'es là pour avoir un bon moment. Et c'est pas parce que t'as pas mis un billet de 20 que t'as pas envie de gagner. Non. Les mecs qui jouent au tennis le dimanche, il a vraiment envie de gagner sa partie. Et il va crier, il va râler parce qu'il perd, machin, etc. Et pourtant, il met pas d'argent. Et ça, dans le game, c'est une véritable, c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu joues à Counter-Strike que tu veux gagner du fric. Tu veux être en top de leaderboard, tu veux gagner ta partie. Il y en a qui veulent juste faire le plus beau shoot. Il y en a qui veulent, il y a plein de choses dans le game qui n'est pas que gagner de l'argent. Et à côté de ça,
il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a toute une économie avec des mecs qui, pour gagner de l'argent, ont envie de jouer. Et d'autres qui, quand ils jouent, ils ont envie de gagner de l'argent. Et ça, le Web3 vient le résoudre. Et donc c'est le futur du Web3, maintenant pour résumer mon propos, le futur du gaming Web3, c'est l'inclusion du Web2. Ah, écoute, c'est très clair, oui. En fait, c'est d'un côté, on a les outils, la base techno que peut apporter le Web3 et qui correspond parfaitement en plus aux besoins Web2, qu'on vient combiner avec les users qui, eux, sont sur le Web2, du coup. Donc, ces deux briques peuvent nous amener, je pense, à de très belles choses à l'avenir et on le verra notamment avec Ash of Mankind qui va pas tarder Tout à fait. à Et voir le jour. il faut être en mesure de séparer les deux. Arrêter Oui, de constamment dire au Web 2, regarde, joue et viens gagner de l'argent. Non, il n'a pas envie, en fait. ils Tu veulent vois. pas. Ils Et, veulent pas, et ouais. donc, il a l'impression de se retrouver dans une espèce de scam, de tap game à 2 francs, en disant, voilà, regarde, tu vas gagner 3 cents, et en fait, je vais te piquer 20 dollars. Non, en fait, moi, je veux jouer un bon jeu qualitatif, that's it. Tu vois. Et donc cette couche Web 3 doit être invisible pratiquement pour le Web 2. C'est juste que les assets qui sont construits par le Web 3 et tradés par le Web 3 sont utilisés par le Web 2. Mais c'est voilà. Donc ça, je crois vraiment que c'est le futur du gaming Web 3 passe par l'inclusion du Web 2. Ok, très clair. Et donc du coup, là, comme tu le disais, ça redéfinit aussi un peu la question des revenus dans l'économie gaming. Aujourd'hui, donc si on inclut ces mécanismes Web3 dans le Web2, la redistribution de valeur n'est plus du tout la même en Tout à réalité. fait, tout à fait, tout à fait. Mais il faut pas faire l'erreur non plus, parce que je l'entends énormément dans l'industrie du Web 3 avec des dreamers, parce que ça n'existera pas avant une loi, en fait. C'est de se dire, ouais, c'est génial, le Web 3, ça va me permettre de trader ma Kalachnikov dans Counter-Strike, que je vais ramener dans Fortnite, que je vais ramener... Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existera jamais. La seule raison que ça existe, c'est la Commission européenne qui dit, en fait, un game, c'est comme une Google plateforme ou un App Store, et toute chose qui se joue dans le jeu doit pouvoir être extractée. Mais avant que ça arrive, c'est pas demain la veille, tu vois. Et donc, pour l'instant, les types qui détiennent l'IP de Counter-Strike, ils ont aucun intérêt à ce qu'en fait, le mec ramène son arme d'un autre jeu et qu'on prenne l'arme de Counter-Strike ailleurs. Donc, même si la techno Web3 le permet, structurellement, l'industrie n'a aucun intérêt à le faire. Donc cette espèce de trading d'assets interjeux, ça n'existe pas. Et que, ça, entre guillemets, ça pourrait exister dans un même écosystème de publishers. Mais alors à ce moment-là, entre guillemets, il n'a pas besoin du Web3 non plus. C'est juste un écosystème de d'un même publisher qui dit, dans mon jeu, dans tous mes jeux, tu peux trader tes assets. Mais ça, entre guillemets, il peut le faire maintenant. Il n'a pas besoin du Web3 pour le faire. Forcément, le Web3 peut être intéressant pour le faire, mais il n'y aura pas d'intérêt dans l'industrie du Web3. Il va juste utiliser la techno, mais il n'y aura pas d'industrie du Web3 d'avoir un close écosystème. L'intérêt du Web3, c'est que c'est complètement open. Dès que tu le closes, ben, en fait, c'est juste une techno, mais c'est une ligne de code. C'est plus la philosophie du Web3 n'est plus du tout là, et l'économie du Web3 n'est plus du tout là. Donc, cette notion de trading d'assets interjeux, ça c'est un truc de dreamer, ça n'existera pas. Là où il y a un vrai intérêt, c'est de venir caler des blocs Web 3 sur du Web 2 qui sont séparés, mais sur lesquels du coup tu viens faire une vraie économie du Web 3 en utilisant les joueurs Web 2. Là il y a un vrai truc my bet, c'est que les choses vont se passer de plus en plus comme ça. Donc voilà. Alors, il y a peut-être un truc aussi qui est intéressant au niveau des gamers, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est au niveau l'évolution de la démographie. C'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, on est la première génération où le père et le fils jouent le même jeu, entre guillemets. C'est-à-dire que jusqu'à à notre époque, je parle comme un vieux là maintenant, mais il y a 20-30 ans, le gamer, c'était le mec, l'adolescent qu'on n'arrivait pas, avec qui on n'arrive plus à parler, qui jouait à des jeux dans le garage avec des boutons partout sur la gueule, et les parents disaient putain, il fait une crise d'ado de merde, je sais pas comment gérer le truc. Okay. Aujourd'hui, t'as un gosse gamer, t'as juste un gosse en fait. Tu vois, tout le monde joue. Tu vois. Mais la mamie, elle joue à Candy Crush, tu vois. Donc, et donc aujourd'hui, tout le monde est gamer.
Alors, forcément, il y en a qui sont plus hardcore que d'autres. Il y a la problématique de l'écran, mais la problématique de l'écran, elle est sur le gosse comme sur l'adulte. Et l'adulte sait que l'écran est problématique pour lui. Tu vois, on est tous à se dire, putain, en fait, maintenant, je dois arrêter mes notifications. Putain, il faut que j'enlève cette table de merde, elle me prend trop de temps. Donc, la problématique de l'écran, on l'a tous. L'ado, forcément, il se contrôle un peu moins. Mais donc, et tout adulte, même s'il n'était pas gamer, il avait tous des potes gamers. Donc il ne voit plus du tout un gosse qui joue comme étant un espèce d'ado qui fait sa crise et on ne sait pas comment le gérer. C'est juste un gamin qui joue comme tout le monde. Okay, et donc cette vision de la société où tout le monde est gamer, elle est drastiquement... Elle vient complètement changer l'industrie du gaming. Elle vient soudainement mettre l'industrie du gaming comme une véritable industrie de l'entertainment, au même titre qu'on vient partager un film en famille, eh ben on vient partager du game en famille aussi. Et de l'autre côté, et donc le nombre de couples aujourd'hui qui jouent ensemble, bah, et tu vois, de nouveau, c'était un truc inimaginable avant. Bah, aujourd'hui, bah, tu fais un game avec ta meuf, tu vois, c'est normal en fait. Tu vois. Et ça, il y a 30 ans, c'était inimaginable. C'était juste le gamin qui jouait dans son garage. Tu vois. Donc cette notion sociale du gaming va venir drastiquement changer l'économie du gaming. Et que c'est de se dire aussi que du coup, à partir du moment où tu viens changer ce truc-là, c'est de se dire aussi que le gamer aujourd'hui... Hier, le gamer, c'était un type qui jouait à Counter-Strike. Okay, le type qui jouait à un jeu Kellogg's, c'était pas un gamer. C'était un plouc qui avait scanné un truc ou était sur un vieux site web à jouer un bazar. On ne sait pas très bien pourquoi il le faisait. Parce que ses parents disaient « Oh, c'est marrant, il y a un truc sur l'ordinateur, Internet, on va regarder ce que c'est. » Mais ce n'était pas un gamer. Aujourd'hui, un gamer, il joue tout en fait. Tu prends un gosse de entre 8 et 12 ans, le mec, il va flasher le code du jeu Kellogg's et il va se marrer dessus. Il va jouer à Candy Crush et il va jouer à Counter-Strike. Il va jouer les trois. Et il va pas se dire, oh mais ça c'est de la merde, ça c'est bien. Oh, putain. Il va se dire, oh, tiens, le jeu Kellogg's est marrant, il est bien foutu. Et puis l'après-midi, il va aller jouer à Counter-Strike avec ses potes. Il y en a un qui a coûté 250 millions de dollars, l'autre qui a coûté 10 000 balles. Et il va pas apprécier de la même manière. Il va jouer il va faire autre. Ça va être un moment de consommation différente. Il va venir chercher autre chose, mais il va au même titre. Et de nouveau là, tu peux le comparer à l'industrie du gaming, au même titre que l'industrie dans l'industrie du film. Au même titre que tu vas aller jouer, tu vas aller regarder un putain de blockbuster qui a coûté 100 millions de dollars au cinéma, et tu vas regarder une série pourrave qui a coûté 3 francs 6 sous sur Netflix parce que ton pote t'en a parlé en disant oh, c'est marrant, il y a un truc, machin. Et les deux, tu vas les regarder, tu vois, et tu vas les regarder juste dans des moments de consommation différentes. Tu vas avoir une attente différente, tu vas avoir un prix différent, tu vas avoir toutes sortes de choses qui sont différentes, mais tu vas consommer les deux. Eh ben, dans le gaming, c'est la même chose. Et donc, ce truc-là, le fait que maintenant tout le monde est gamer, c'est vraiment une grosse révolution dans l'industrie du gaming. Ok, oui, parce que en plus de ça, du coup, ça ouvre quand même les portes, ça ouvre le champ vraiment à toutes les grosses marques qu'on a par exemple Nike dans Fortnite, je crois. T'as des marques qui ont acheté des terrains dans Sandbox. Bon, alors eux, c'est une autre histoire. Mais voilà, du fait que aujourd'hui, le public gaming est vraiment plus large et on retrouve tous les membres de la famille, tous les sexes et également, je dirais même tous les milieux sociaux. Aujourd'hui, je pense que ce marché devient une cible privilégiée pour certaines marques qui n'auraient pas pensé communiquer sur ce marché-là il y a quelques années encore. Non, tout à fait. Alors, le truc, c'est que au niveau du gaming, en effet, les marques, elles sont là depuis longtemps. Bon, juste pour la petite parenthèse, Sandbox, la seule valeur de Sandbox, c'est les IP des marques. Hein. Donc, c'est pas que les marques ont acheté des LAN. C'est la seule chose que Sandbox a, c'est que des marques ont acheté des LAN, pour l'instant. Et donc ça, alors c'est toujours le problème quand tu es très, très en avance de phase sur un produit, hein, c'est que forcément du coup ça met un peu plus de temps. Mais oui, les marques maintenant, les marques qui sont intéressées au gaming il y a 10 ans, ben, elles ont perdu un peu de plume. Maintenant, en tant que marque, tu ne peux plus ne pas t'intéresser au gaming. À partir du moment où tout le monde est gamer, tu ne peux plus ne pas t'intéresser au gaming. Au même titre que tu prends le gaming est une manière de distribuer ta marque. C'est comme si tu disais, en fait,
les marques, tu ne t'intéresses pas à la télévision. Ben ouais, en fait, quand tu es une grosse marque, tu dois, à l'époque où il n'y avait que la télé, si tu as envie d'être vu, tu dois être sur la putain de télé. Ou bien quand il y a le journal, tu dois être dans le journal. Aujourd'hui, la consommation de contenu, elle est dans le game. Au même titre qu'avant, elle était purement dans la télé. Avant, elle était purement dans le journal. Aujourd'hui, il y a une vraie partie de ton temps de consommation de contenu qui se trouve dans le game. Donc forcément, les marques doivent s'y trouver. Et elles peuvent s'y trouver de deux manières différentes. De manière passive, c'est-à-dire je fais je place ma marque dans le truc, ou elle peut être de manière active, où en fait elle crée un jeu et le consommateur vient vraiment jouer son jeu avec des contenus qui sont derrière. Donc c'est deux manières différentes et c'est au même titre que tu prends dans le média, il y a ces branded content aussi. C'est-à-dire que tu peux mettre juste une page de pub Nike ou bien tu peux faire une enquête qui est en fait sponsorisée par Nike et donc on parle du fait que les baskets c'est génial, le machin, et qu'en fait il y a des nouvelles technologies pour mettre des bulles dans les baskets, blablabla. Bla, 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 et at the end, en fait il y a que Nike qui a des bulles dans les baskets. Ah putain, c'est incroyable, tu vois. Eh ben, là c'est la même chose. Il y a deux manières de voir le truc, c'est ou bien je suis vraiment actif dans le truc et je crée un jeu, ou bien je suis plus passif et je viens je vais offrir de la visibilité de ma marque à travers des jeux, quoi. Et donc oui, c'est un autre gros volet du gaming, c'est qu'à partir du moment où tout le monde est gamer, forcément, l'entièreté des marques et des produits vont venir s'intéresser au gaming parce que c'est un véritable contenu consommé par tout le monde. Et donc ça devient un contenu média que les marques ne peuvent plus avoid. Je vois. Ok, très clair. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail du jeu à venir, Empire, faire une rapide présentation et puis évoquer les mécanismes que tu avais évoqués tout à l'heure déjà? Oui, ben alors Empire, c'est un jeu qui c'est un gros shooter, c'est un FPS qui était fondé par deux anciens militaires et donc avec un réalisme hyper poussé. Enfin, le jeu est extrêmement bien foutu. Les mecs, ça fait 4 ans qu'ils ont bossé dedans. On a dépensé plusieurs millions d'euros dedans. C'est un vrai beau jeu. Mais au-delà d'être un vrai beau jeu, c'est le premier véritable jeu Web 2, Web 3. Il n'y en a pas d'autres comme AOM, et ça je peux le dire avec une totale confiance. La qualité du jeu Web 2 avec cette énorme brique Web 3, c'est une première ever. Voilà. Maintenant, c'est un pari, hein, comme je disais tout à l'heure, être en avance de son temps, c'est rarement une bonne idée. Quand ça passe, c'est super, mais c'est rarement une bonne idée, donc c'est un pari. Mais c'est une première d'avoir un véritable jeu Web 2 avec une vraie brique extrêmement poussée au niveau Web 3. Et donc ce jeu-là sort cet été. On est hyper enthousiaste de pouvoir être un peu les premiers sur le marché parce que du coup, les mecs qui veulent vraiment essayer ça, on va enfin donner une lettre de noblesse à ce jeu Web 3 et leur donner un vrai pool d'utilisateurs. Le pari, c'est qu'on arrive à attirer des utilisateurs. Et c'est pas parce qu'on n'arriverait pas à réussir notre pari que la mécanique n'est pas bonne. Parce qu'au final, quand tu sors un jeu Web 2, c'est toujours un pari. Au même titre que tu sors un film, parfois des jeux que tu sors, tu as mis des millions de dollars dedans, le truc est censé être une tuerie et il n'est pas reconnu par le public. Et puis il est reconnu par le public 3 ans plus tard, machin, etc. Donc notre pari, c'est que ce jeu va être rapidement reconnu par les joueurs Web 2 et que du coup, les joueurs Web 3 vont avoir une vraie économie sur leur bloc Web 3 parce qu'on aura une masse de joueurs Web 2 qui seront là derrière. Donc ça, c'est le pari qu'on a fait. On a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On a quelque chose d'extrêmement qualitatif sur la table. Maintenant, de nouveau, c'est le client qui est roi et c'est lui qui validera. Donc vous verrez à la sortie du coup. On verra à la sortie. Alors de nouveau, comme toute sortie, les choses peuvent parfois prendre un peu plus de temps. Il faut tourner à gauche, tourner à droite, faire les bonnes campagnes marketing, avoir les bons KOL, avoir la bonne visibilité, les bons partenariats, avoir et de nouveau la notion de brand positioning dans le truc. Elles sont très utiles pour les games aussi. Elles sont utiles pour les marques, mais elles sont utiles pour les games. Parce qu'en fait, tu viens attirer un public qu'à la base tu n'aurais pas. Je te donne un exemple.
Je mettrais dans mon jeu de shooter, je fais un partenariat avec Red Bull qui fait que si tu arrives et que tu scannes ta canette de Red Bull dans le jeu, eh ben, tu reçois une Red Bull gratos à ton magasin. Je dis n'importe quoi, hein. Eh ben, soudainement, tu as Red Bull qui vient faire une campagne en disant putain, allez jouer le shooter. Et donc, moi, j'adresse un public qui, à la base, je ne l'aurais pas. Parce que c'est des joueurs Red Bull. Et forcément, dans les joueurs Red Bull, il y a des mecs qui auraient joué à OM. Mais pour aller toucher, c'est une autre manière d'aller toucher ton public. Et donc tu viens toucher sur une autre partie émotionnelle. Et quand tu dois dire à tous des mecs qui jouent des shooters habituels, viens jouer mon shooter à moi. Ok, des shooters, il y en a plein, tu vois. Et donc pourquoi est-ce que je jouerais le tien? Ok. Par contre, quand tu viens dire à ton consommateur de canettes Red Bull, viens jouer mon jeu, ah ben, il n'est pas en train de te comparer à un shooter. Lui, il a envie de jouer, il a envie d'aller chercher la canette de Red Bull. Et donc, tu viens l'adresser par une autre émotion. Et donc, tu as une manière complètement différenciante d'aller chercher ton consommateur. Et ça, ces partenariats entre les marques et les jeux vont permettre d'aller adresser ton consommateur d'une manière différente et du coup de te différencier et du coup d'être, enfin comme tout produit, hein, at the end of the day, tu dois pouvoir te différencier avec dans l'océan de ce qu'est le marché. Et donc voilà. La loi du marché. Ouais. Exactement. Ok. Bah écoute, en tout cas, on vous souhaite que ça fonctionne, hein, Écoute, on a tout pour réussir. que le public, que le public le reçoive comme il faut. Tout à fait. En fait, le challenge dans un truc comme ça, c'est que le public comprenne. Parce que si le public comprend, il achète. Ça, on est convaincu. Maintenant, dans un truc comme ça, c'est que il faut être. Le vrai sujet, c'est être suffisamment didactique pour que le public comprenne et que ça, du coup, ces trucs-là, parfois, c'est un peu une science inexacte. Je vois, ouais. On parlait tout à l'heure de mécanismes dans le jeu. Que tu en aurais quelques-uns à nous citer, quelques fonctionnalités qui vont changer vraiment quelque chose, par exemple pour les joueurs de Web 2, où vraiment eux, ils n'auront aucun changement en fait, même dans leur usage, dans leur utilisation du jeu. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Je te prends un exemple. Un joueur Web 2, pour se construire pour avoir des armes, Voilà, il doit typiquement acheter des ressources. Ok. Le joueur Web 3, il va investir pour avoir un land, il va investir pour aller miner son land, il va investir pour que son land sorte plus parce qu'il va investir avec plus de camions et plus de trucs qui vont faire que sa mine va être plus grosse, il va avoir plus de ressources, et la ressource, c'est qui en a besoin? Ben, c'est le joueur Web 2. Dans une économie normale, dans un jeu normal, en in-app purchase, qu'est-ce que tu as? Eh ben, c'est le game qui te vend des ressources au jeu Web 2 pour avoir le truc. Sauf que quand tu viens mettre un bloc Web 3 en dessous, ben, ce n'est pas le game qui vend ton in-app, c'est le joueur Web 3 qui vend de l'in-app. Et le game prend une commission sur l'activation du joueur Web 3. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces mécaniques-là, le joueur Web 3, qu'est-ce qu'il est? Il est en fait l'outil d'in-app purchase. C'est ça qu'il est. Okay, il est la source de l'in-app. Et le joueur Web 2, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit de l'in-app purchase comme d'habitude sur un jeu. Et le joueur Web 3, lui, vient être vraiment l'usine d'in-app purchase. Et le game, le publisher que nous sommes, on se met au-dessus de ça, on prend une commission sur le joueur Web 3 et on prend une commission, et on prend une commission sur le joueur Web 2. Et on opère cette magie, quoi. Ok. Donc c'est là où on disait tout à l'heure, l'économie du gaming est quand même revue sur la distribution de ses revenus. Là, tu me dis que les joueurs Web 3, au final, pourront générer des revenus via les joueurs Web 2. Tout Et à non fait. plus, du coup, le publisher. Donc vous prenez toujours, vu que vous chapeautez évidemment. Oui, mais tout à fait, mais de nouveau, tout dépend de comment est-ce que tu regardes le truc. C'est-à-dire que tu viens juste partager une part du gâteau qui est plus grande.
tu vois. Oui, Parce que tu et je viens trouve ça construire. très intéressant parce que Voilà. ça, les joueurs Web3, comme tu le disais, c'est ça qu'ils attendent au final, c'est aussi de la rémunération. C'est Tout à voilà, fait. c'est Et les tu viens mettre transactions. en fait en fait c'est de l'open source gaming quoi, tu vois, c'est-à-dire que Voilà. soudainement tu viens pas juste te dire en fait c'est moi qui vais créer tout, parce que le joueur Web3 par la suite il va pouvoir en fait créer des armes avec des designers qui vont créer des armes, qui vont revendre là derrière, etc. Et donc en fait tu viens mettre ton DevOps en open source, quoi. Je caricature un peu le truc, hein, parce qu'il y a encore du DevOps à faire sur le game Web 2 en soi. Mais tu pourrais même pousser dans ce truc-là, venir mettre tes joueurs Web 3 là-dessus, parce qu'ils vont pour créer, je sais pas, par exemple, tu prends la AOM, donc Age of Mankind, c'est dans une tour. Tu vois, c'est un jeu qui se joue en vertical. Je pousse, je caricature à mort et que les fondateurs ne m'en veulent pas. Mais tu pourrais très bien te dire qu'à un moment, les joueurs Web3, parce qu'ils ont assez de ressources, puissent créer un étage en plus. Et donc, en fait, en fait, tu viens vraiment mettre ton DevOps en open source. Pas Mhm. l'entièreté, mais une partie. Et donc, tu élargis toutes les possibilités en termes de créativité, en termes de type de revenus, en termes de tout, quoi. Comme toute plateforme open source, quoi. Et puis de nouveau, les gamers, il n'y a rien de tel. Il faut ça aussi, il faut se rendre compte que un- c'est Ultra, l'ADN d'Ultra, c'est by gamers for gamers. Tu vois, c'est des gamers qui se rassemblent ensemble pour essayer de servir l'industrie du gaming. Et que, de nouveau, c'est pas pour rien qu'il y a tellement de producteurs qui sont des acteurs. C'est qu'à un moment, en fait, tu dois être dans le game pour pouvoir produire quelque chose de bien. Tu vois. Tu Mhm. dois être un gamer pour pouvoir produire des bons games. Un des gros problèmes des gros publishers qui développent des trucs et qui font des gros flops, c'est qu'ils sont tellement éloignés de leurs gamers, notamment à cause de Steam, hein, qui est une espèce de black box et qui dit tu me files ton jeu et en fait tu n'as aucun accès à tes end-users. Quand tu t'éloignes tellement de tes utilisateurs, ben, tu fais plus les choses correctement. Et en venant mettre tes joueurs Web3 en incluant tes gamers dans ton DevOps, eh ben en fait, tu viens mettre cette notion de by gamers for gamers, Elle elle est prend tout véridique son à sa sens. racine, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est là où elle prend clairement tout son sens. Ouais. Voilà, exactement. Mhm. Ok, je vois. Non, c'est très prometteur parce que du coup, en effet, comme tu le dis, les possibilités après peuvent être infinies, quoi. Il n'y a Complètement. pas de, il y a pas de Complètement. limite. Et tout ça va être énormément scalé par l'IA aussi, parce qu'en fait, les, Mhm. les joueurs Web3, c'est quoi? C'est de nouveau, c'est des types qui veulent être rémunérés pour ce qu'ils font. Et au fur et à mesure, tu pourrais très bien dire, en fait, quand je te disais l'ouverture de ton DevOps par le truc, en mettant du Web3 dedans, eh ben, tu peux avoir un designer qui, avec une IA, te crée aujourd'hui, tu peux créer des armes, et demain, tu peux créer un nouveau monde, tu peux créer un nouveau scénario, tu peux créer. Et que tout ça, en fait, tu viens toi-même t'être rémunéré parce que c'est Web3. Et donc, c'est vraiment. Le Web3 et l'IA vont permettre à toutes sortes de gens de pouvoir se rémunérer sur des choses qui, hier, ils étaient incapables de le faire. Mhm. Et les faire Alors, réellement rentrer dans l'économie du gaming. je vois, ouais. Donc un monde ouais, plus participatif quand même. Tout à fait. Et en vrai, c'est une réalité ça prend tout son sens dans le Web3, mais ça peut prendre son sens dans plein d'autres endroits aussi, hein. Mais ça prend tout son sens dans le game, c'est toute cette notion d'ouverture de ton truc, mais c'est une réalité qui va se retrouver dans plein d'autres économies, quoi. Aidé par justement blockchain et IA, tu penses? Oui, ah oui, tout à fait. Ah ouais. Ça va être, c'est ça qui va faire que enfin, le Web3 et l'IA, l'IA de manière générale. Alors là, on va pas lancer le débat sur l'IA parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors Mais, là, ouais, et- on et- n'a pas mais fini. l'IA de manière générale permet en fait, c'est juste ça augmente ton talent. Oui. Donc un Ouais. type un type qui était pas designer, ben il va être très bon dans des prompts, il est très bien dans sa créativité, il va pouvoir faire des trucs, tu vois. Un type qui savait pas développer des smart contracts, ben il va pouvoir faire des smart contracts. Un type qui savait pas qui savait pas faire des mathématiques, il va pouvoir faire des mathématiques, il va pouvoir. Et donc
Ce que je veux dire par là, c'est que le vrai sujet, c'est le vrai sujet avec l'IA, c'est d'être en mesure de comprendre une problématique et de voir la solution. Et l'IA va te faire le bridge entre les deux. Tu vois, si toi, tu es là, putain, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est un monde avec des lianes vertes, une princesse à chapeau et une grosse grenouille. C'est super, mais moi, je sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas. Et donc ça ne m'avance pas. Avec ça, je sais toujours pas faire un jeu, quoi, tu vois. Par contre, soudainement, si en fait je suis vraiment bon parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, eh ben, l'IA va m'aider à faire le bridge entre les deux. Et ça, c'est valable pour tout. Tu vois. Alors, forcément, l'IA ne peut pas tout faire aujourd'hui, mais au fur et à mesure, elle va être en mesure de fill the bridge entre le problème, celui qui a le problème et la solution. L'IA va faire le bridge entre les deux. Je crois sincèrement qu'en fait, l'IA n'est pas là pour te donner des solutions, elle est là pour te donner le bridge entre la problématique et la solution. Ouais. Ouais. Ouais, je vois. Bon, là, on a Ça, un peu tout le dévié. monde, c'est un autre débat et Voilà, exactement. ok, ok, mais je crois qu'on a fait le tour, Gus. On a pu parler des mécanismes, de la démographie, des systèmes de revenus, d'Empire évidemment, et qui va pas tarder à arriver. Écoute, merci Gus pour toutes ces explications et pour les détails que tu as pu apporter sur votre prochain jeu à venir, Empire, qui est dans l'univers Age of Mankind, si je dis pas de bêtises, qui inclut deux jeux. Citadel et Empire. Et comme tu l'as dit, donc ces jeux sont intrinsèquement liés. Merci aussi pour ta vision, la vision que tu nous apportes voilà, sur l'avenir du gaming. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'accueillir chez Coin Tribune une nouvelle fois. Avec grand plaisir et à bientôt. Et ben avec grand plaisir, on te recevra prochainement s'il le faut, avec plaisir de nouveau. Magnifique. Merci mille fois, Simon. À très bientôt. Hein. Ça y est, ce podcast touche à sa fin et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à le partager avec votre entourage. À bientôt sur Coin Tribune.